Salut, bienvenue sur Mediapart. Je regrette que sur un sujet que moi je connais mal, je le dis sincèrement, parce que à l'école je n'ai pas assez bien appris ce sujet, j'aurais préféré qu'on puisse en parler calmement, sans mettre cet excès, sans mettre cette hystérie, sans courir après le buzz. Ça, c'est Thomas Soto, le présentateur de la matinale de RTL, regrettant il y a quelques jours le départ de Jean-Michel Apathy de son antenne. Jean-Michel Apathy qui quitte la radio après avoir été suspendu par la direction de cette radio pour avoir évoqué les massacres français en Algérie au XIXe siècle. En pleine surenchère du ministre Retailleau contre l'Algérie et avec une extrême droite qui vante les bienfaits de la colonisation, l'avalanche de réactions hostiles et haineuses contre Apathy a choqué. Pourtant, elle a aussi servi de révélateur. Comme Thomas Soto, beaucoup de Françaises et de Français, pas tous et toutes d'extrême droite, pas tous et toutes de mauvaise foi, ne connaissent pas la litanie de razzias et de massacres qui ont accompagné la conquête de l'Algérie à partir de 1830. Si la période contemporaine, celle de la guerre de 1954-1962, est plus connue, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'elle n'est pas contestée, on l'a vu encore récemment lors de la mort de Jean-Marie Le Pen, dont le bataillon tortura en Algérie en 1957, cette période ancienne, plus ancienne, reste au second plan. Paradoxe, nombre des généraux et des militaires qui l'ont mené ont aujourd'hui encore des avenues et des statues à leur nom dans des villes françaises. Alors aujourd'hui, notre invité s'appelle Alain Ruscio. C'est un historien du fait colonial qui vient avec plein de documents. Et l'an dernier, il a publié une somme de 1000 pages détaillées et documentées sur les débuts de la colonisation en Algérie. Aujourd'hui, c'est donc un alerte libre un peu historique pour donner à voir ce que certains ne veulent surtout pas que vous sachiez. Jeudi dernier, notre émission était consacrée à la crise aiguë des relations entre la France et l'Algérie, alimentée par la stratégie de la tension du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Vous pouvez la voir en replay. Mais depuis, l'affaire franco-algérienne est devenue encore plus clairement très franco-française, puisqu'un des plus éminents éditorialistes du PAF, Jean-Michel Apathy, a quitté RTL après avoir été suspendu de l'antenne. Sa faute, avoir évoqué dans la matinale de la radio les nombreux massacres de la colonisation en Algérie en ces termes. Et ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane. C'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis de la conquête vous en vous rendez compte Algérie. ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés ? Mais des femmes ? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Après cet éditorial, le téléphone des auditeurs de RTL a chauffé et Jean-Michel Apathy a reçu toutes sortes de messages de haine. Après avoir dit qu'il reviendrait à l'antenne, il a finalement décidé qu'il quittait la radio. Il s'en est expliqué lundi sur Mediapart dans un article de notre camarade Younes Abzouz. Voilà ce qu'il dit. Apathy, j'ai d'abord trouvé que RTL avait géré la situation avec beaucoup de tact et de respect. Puis j'ai pris conscience qu'y retourner, c'était convenir que j'avais commis une faute et je peux pas aller jusque-là. Ce serait brouiller un message qui me semble important. Leçon qu'il tire de cet épisode, eh bien, il dit « Je vois bien que ce n'est pas un discours qui est majoritaire ou qui est tenu régulièrement dans les médias où la culture de la négation de l'histoire domine. L'opinion publique ne peut pas évoluer sur ces questions si les dirigeants importants de ce pays ne l'évoquent jamais ou quand ils l'évoquent le font de manière aussi scandaleuse. La peur de l'islam, dit-il enfin, la peur des Arabes, mais aussi le regret, la nostalgie de l'époque où la France était grande et forte. Tout cela est refoulé et se réactive à travers l'actualité. Et puis, hasard ou coïncidence, bien, il y a 2 jours, un documentaire de France Télévisions documentant la façon dont l'armée française a eu recours à des armes chimiques durant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962 pour déloger et surtout tuer les combattants et villageois algériens réfugiés dans des grottes a été déprogrammé par la direction de France Télévisions, pas du tout en raison du contexte selon la direction, mais de l'actualité, dit-elle. Une réponse qui suscite l'incompréhension de sa réalisatrice Claire Billet, comme l'a aussi signalé Younes Abzouz dans un autre article sur
Mediapart. Alain Ruscio, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci beaucoup. Heureux. Vous êtes un historien reconnu du fait colonial. Après une histoire de la décolonisation française, une histoire de l'OAS, une anthologie des chansons coloniales qui disait tout de l'imaginaire de la colonisation et bien d'autres livres, vous avez publié donc l'an dernier ce livre alors plus exactement 800 pages, pas 1000 pages, j'ai un peu exagéré, sur les premières années de la colonisation en Algérie, qui s'appelle La Première Guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance 1830-1852. Et il revisite une époque qui semble enfouie dans les mémoires françaises, alors même que de nombreux pays occidentaux revisitent leur passé colonial depuis des décennies. Ça se fait pas sans mal, mais ça se fait. D'abord, je suis curieux, moi, de savoir comment vous avez vu et lu cette polémique concernant Happati. Vous avez dit à l'Humanité récemment, alors Happati a raison de parler des massacres, évidemment, et de l'ampleur des massacres. En tant qu'historien, vous l'auriez peut-être juste pas dit comme ça. Voilà, effectivement, Jean-Michel Happati a dit des choses d'une façon peut-être abrupte, parce que je pense que choquer d'office un téléspectateur peut éventuellement l'empêcher d'aller au-delà et de comprendre effectivement le bien fondé finalement du parallèle. Bien fondé parce que il n'est absolument pas nouveau pour l'historien que je suis et que sont mes collègues. Juste à titre peut-être un petit peu de provocation et de sourire, je suggère à tous nos censeurs d'aujourd'hui de licencier a posteriori Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, qui a écrit dans Le Monde le 13 mars 1957 « Dès maintenant, les Français doivent savoir qu'ils n'ont plus le droit de condamner dans les mêmes termes qu'il y a 10 ans les destructeurs d'Oradour et les tortionnaires de la Gestapo ». Le Monde 1957. Vous voyez, la régression dans laquelle nous sommes enfouis depuis cette période, et en particulier depuis une dizaine d'années, parce que le phénomène de la protestation que l'on voit aujourd'hui n'est pas nouveau. Vous avez eu la gentillesse de citer certains de mes livres. Je citerai également Nostalgérie, l'interminable histoire de l'OAS, publié également à La Découverte, livre dans lequel, qui a une petite dizaine d'années maintenant, dans lequel je démontais un petit peu les mécanismes de la montée du négationnisme. Il n'y a pas d'autre mot. Négationnisme, comporte le mot négation. Oui, il y a négation de choses qui sont acquises. Et acquises. Je me permets de citer par exemple notre grand ancêtre. Vous êtes venu avec plein de livres, hein, donc là c'est l'histoire de l'Algérie contemporaine. Voilà. De Charles-André Julien. Quand on invite un historien, on prend des risques qu'il amène sa bibliothèque avec lui. Quelle année ? Une partie, 1972-73. Donc il y a une cinquantaine d'années que ces choses-là sont écrites. Et je dirais même plus, et après on y viendra sans doute, les contemporains l'ont dit abondamment. Donc voilà, moi cette histoire, j'étais loin d'imaginer quand j'ai publié ce livre, qui a priori est lu par des gens qui ont déjà un certain nombre de connaissances historiques, et j'espère plus d'ailleurs. J'étais loin d'imaginer que Jean-Michel Happati viendrait confirmer ce que j'ai dit avec ces termes, avec la nécessité de dire des choses très rapidement à la radio. Mais en tout cas, voilà, je constate qu'il a raison. Oui, nul historien, et d'ailleurs je signale que depuis la sortie de Jean-Michel Happati, il n'y a pas un seul historien, pas un seul, qui soit venu contredire le fond de cette démonstration. Ouais. Thomas Soto dit dans cet extrait sur cette émission qu'il en veut à Jean-Michel Happati, lui en veut d'avoir été rattrapé par le buzz. Je cite, il dit aussi que l'éditorialiste, je cite encore, dessert son propos avec un relativisme qui compare les drames, alors que, je cite encore, Oradour-sur-Glane, c'est un massacre absolu. Est-ce qu'il y aurait dans notre mémoire, vous avez parlé tout à l'heure de la citation d'Hubert Beuve-Méry, mais est-ce qu'il y aurait dans notre mémoire collective finalement des massacres absolus et des massacres moins absolus ? Écoutez, l'histoire de la conquête de l'Algérie, et je dirais même plus, l'histoire de l'Algérie colonisée a été ponctuée de massacres de ce type. Et en particulier, bien sûr, la première période. Il est bien évident que dès lors qu'il y a eu conquête, je dis toujours... On va y venir après sur les massacres, ouais. On va les détailler d'ailleurs et en détailler certains. Mais dès lors qu'il y a eu conquête, il y a eu résistance. Et dès qu'il y a résistance, il y a effectivement le coup de massue. D'ailleurs, c'est un parallèle que j'avais pas imaginé. Le coup de massue contre ces résistances. Et donc,
par ricochet, je dirais, contre la population qui soutenait cette résistance. Ouais. Donc c'est la population civile algérienne qui a subi de plein fouet ces massacres. Thomas Soto dit aussi dans cet entretien, c'est un sujet que je connais mal, on l'a entendu au début de l'émission, parce que je ne l'ai pas assez bien appris à l'école. Alors, on est d'accord que Thomas Soto, il est journaliste, hein, son métier c'est d'informer, mais aussi de s'informer. Donc, je ne sais pas s'il l'a fait en l'occurrence avant que Jean-Michel Apathy prenne la parole sur son antenne, mais bref, est-ce que Thomas Soto aussi, d'une certaine façon, il n'est pas à l'image de bien des Françaises et Français qui, peut-être, à l'école, dans leur enfance, à l'université, dans des documentaires aussi, n'ont jamais ou mal entendu parler de ces crimes des premières décennies de la colonisation dont on va parler? Vous savez, malheureusement, je suis obligé de répondre par l'affirmative. Oui, il y a un véritable échec. Alors, si tant est qu'il y ait eu projet d'ailleurs, il y a un véritable échec de la connaissance historique transmise par les médias et par l'école. Pour beaucoup de Français, l'Algérie, c'était effectivement une réussite de la colonisation, de la mission civilisatrice. On employait cette expression. Et effectivement, moi, je suis sans doute à peu près, peut-être un peu plus vieux que lui, mais enfin à peu près de la même génération. J'ai aucun souvenir d'avoir appris ça à l'école communale, au lycée. Au collège, bon, à l'université c'est autre chose puisque c'était ma spécialité, mais en tout cas en dehors des gens qui ont justement eu la volonté d'aller au-delà des moyens de connaissance étatiques ou privés consensuels, personne n'a parlé de cette conquête de l'Algérie. Or ça a été une horreur absolue. C'est une horreur absolue. Donc on reviendra sans doute sur les on y reviendra. Aujourd'hui, une partie entière du spectre politique, pas juste l'extrême droite, aussi la droite LR, en fait, on va dire, fait, comme d'autres droites et extrêmes droites dans le monde, fait de l'immigration une cause politique prioritaire. Dans le contexte français particulièrement, que vous connaissez mieux, évidemment, on se rappelle récemment des propos de François Bayrou sur la submersion migratoire, mais enfin, c'est pas les seuls, il y en a toute la journée. Est-ce que c'est un legs, ça, du colonialisme ? Incontestablement. Et il n'y a pas qu'un seul racisme en France, évidemment. Ouais. Moi, je suis fils d'Italien. Mon papa me disait toujours qu'il faisait le coup de poing dans la cour de récréation parce qu'on l'appelait macaroni ou rital. Et puis, évidemment, l'antisémitisme qui est ô combien condamnable. Mais il y a une spécificité du racisme colonial et une spécificité à l'intérieur de la spécificité contre la population maghrébine, incontestablement. Certains, parfois, quand je rencontre du public, quand je présente mon bouquin, certains me disent mais c'est quand même Le Pen qui a inventé le racisme anti-arabe. Non, c'est pas du tout le Front National. Le Front National, effectivement, il l'a instrumentalisé peut-être. Terreau, voilà, il l'a après ensuite développé et instrumentalisé et développé, oui. Et considérablement. Mais bien avant, l'idée même qu'aujourd'hui, à l'école, on continue à apprendre la bataille de Poitiers comme 732, je le rappelle, comme une victoire de la civilisation face à la barbarie, alors que c'était, Anatole France l'avait dit bien avant moi, Poitiers, c'était la défaite de la civilisation arabe face à la barbarie franque. C'est Anatole France qui disait ça. Il n'était pas, à ma connaissance, islamo-gauchiste. Donc, toutes ces choses-là, Roncevaux, il n'y avait pas un seul Sarrazin. On nous a appris à l'école, dans le Lagarde des Michards, que c'était les mauvais, les fourbes Sarrasins qui avaient égorgé le preux Roland, etc. Toutes ces choses. Donc c'est très 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 ancien. Et la colonisation, on a rajouté une couche avec sa théorisation de l'inégalité des races, des civilisations. Je rappelle dans mon livre que le maître livre, avec les guillemets nécessaires, du comte de Gobineau, de l'inégalité des races humaines, date de 1843. Donc on est en pleine conquête de l'Algérie. 43, c'est Bugeaud qui est sur place. Hein. Donc c'est la justification de la conquête et donc de la nécessité de tuer donc toutes ces brutes. Enfin, c'est l'expression qui est connue. L'animalisation des colonisés. Peck, qui a rappelé magnifique, sur la colonisation dans le monde. Et voilà, dans le monde en général. Mais bon, c'était vraiment spécifique. Je crois qu'il y a une telle haine anti-arabe. Il disait arabe en sachant qu'il y avait des combattants. Nous, on sait aujourd'hui qu'il y avait des combattants kabyles, mais en général, c'était l'expression de l'époque. C'était une façon de magnifier. Je vous ai amené, puisque un autre document... Montrez-le-nous. C'est quoi ?
Alors, ça s'appelle Sirocco, le vrai journal des jeunes de France, voilà. Alors, ça pourrait paraître quelque chose qui est lié à l'apogée du sentiment colonial, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, c'est à peu près à ce moment-là que... Or, en le feuilletant, je me suis aperçu que c'est un... Montrez-nous un peu de face, ouais, voilà. Que c'est un illustré qui date de la période de l'après-libération, je pense 45-46, j'ai pas trouvé la date, mais enfin c'est facile à dater, 45-46, c'est-à-dire au moment où la France venait de lutter contre justement l'invasion nazie, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, là, on parle de la prise d'Alger comme un fait d'armes, et à l'intérieur, je vais pas montrer tous les documents, mais à l'intérieur, on trouve la chose suivante. Le Congo-Océan, je n'invente rien, mais je vais vous lire au moins le titre et le sous-titre. Le Congo-Océan, donc je rappelle que c'est quand même une véritable hécatombe de... Georges Simenon disait qu'il y avait un nègre par traverse. C'était bon. Donc c'est le chemin de fer qui menait du cœur du Congo jusqu'à l'océan Atlantique. Le Congo-Océan, chemin de fer dans la forêt vierge, preuve du génie colonisateur de la France. Voilà ce que lisait... Voilà ce que les enfants lisaient en 1950, voilà, 1946. Donc voilà, on est véritablement dans une préparation idéologique à accepter finalement tous les excès de la colonisation. Encore quelque chose sur la période, un peu ce lien entre la période de la colonisation, y compris dans son passé, dans son début, et notre présent. Et après, on va reprendre vraiment le cœur de votre livre. Au moment de la conquête de l'Algérie émerge ce qu'on appelle le parti coloniste. Vous en parlez dans votre livre. En fait, plus qu'un parti, c'est une idéologie à la fois impériale et raciste, largement partagée sur le spectre politique, y compris dans la gauche d'alors, qui dit l'Algérie, en gros, je résume, l'Algérie, c'est un formidable jardin à développer. Il faut la civiliser pour qu'elle devienne l'équivalent des Indes pour l'Angleterre. C'est un discours qui a structuré toute la colonisation. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, il n'alimente pas finalement ce ressentiment de l'Eldorado perdu? On a vu des éditorialistes très récemment nous dire, nous parler voilà, de l'Algérie, c'était la France, ou alors Éric Zemmour disant sur BFM, pas sur CNews, sur BFM, la colonisation, c'était une bénédiction. Bien sûr. Éric Zemmour a ajouté que l'Algérie était un cloaque avant la présence française. Je rappelle, je crois que Monsieur Zemmour a vraiment besoin de leçons d'histoire. Je lui rappelle, et je rappelle aux auditeurs aujourd'hui, que avant la colonisation française, l'Algérie avait fourni des millions de quintaux de blé aux armées françaises, aux armées de la Révolution française et ensuite du Premier Empire. C'était d'ailleurs la cause ensuite de la dispute du fameux coup d'éventail et ensuite la conquête. Donc cette terre existait, cette terre était cultivée par une population, cette terre avait des valeurs culturelles, avait une religion, avait même une alphabétisation d'une partie de la population grâce aux écoles coraniques. Donc évidemment, ça n'a pas été l'apport de la civilisation. La façon de présenter les choses comme une étape franchie vers la vraie humanité était, vous l'avez dit, partagé également par la gauche. Des idéologues. Fourier a justifié la colonisation, Louis Blanc a justifié la colonisation. Non, mais si je vous pose cette question, c'est qu'aujourd'hui encore subsiste dans ces réactions qu'on voit médiatiquement, mais aussi dans nos familles. Moi, je viens d'une famille où une partie de la famille est pied noir, et dans mon enfance, j'ai entendu, on leur avait tout donné, tout apporté, les hôpitaux, la santé, regardez ce qu'ils en ont fait. C'est ça le discours qui n'est pas forcément le discours d'idéologues d'extrême droite. Alors, l'historien a peut-être quelques moments de désillusion et de se dire qu'on a beau essayer de ramer à contre-courant, il y a toujours ces idées qui sont faites. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Si il y a eu effectivement une mise en valeur, puisque c'est l'expression de l'époque, le livre d'Albert Sarraut de 1923, la mise en valeur des colonies françaises, oui, cette mise en valeur, elle était faite au service de l'économie de la métropole. C'était aussi simple que ça. Les voies de communication étaient essentiellement faites pour que les colons, les soldats d'ailleurs, les administrateurs puissent circuler. Et évidemment, les indigènes, comme on disait à l'époque, en profitaient par ricochet. Je rappelle quand même que la loi de finances je me souviens plus quel mois, je crois février 1900 a préconisé que les colonies devaient être autonomes financièrement. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sont les impôts des indigènes essentiellement, des colonisés, qui ont fourni les capitaux pour cette mise en valeur. Et
J'ajoute que les hôpitaux, oui, mais quelle était la proportion des Algériens, par exemple, qui étaient soignés? Les Algériens du bled n'étaient pas soignés. Il y avait des campagnes de vaccination qu'il est hors de question de nier. On se rappelle du témoignage de Pierre Bourdieu là-dessus, qui était... Bien sûr. Et puis Germaine Tillion, par exemple. Germaine Tillion, qui n'était pas du tout une idéologue d'extrême gauche, mais qui a constaté l'immense misère des Aurès. Et pareil pour l'école. En fait, l'alphabétisation, elle n'était pas pour tout le monde. L'alphabétisation, à la veille de la guerre d'indépendance de l'Algérie, elle était à peu près de 15%. Donc ça veut dire qu'il y avait 85% des enfants qu'on appelait les yaouled, les petits enfants des rues, qui vendaient des cigarettes à l'unité, qui vendaient des mouchoirs en papier, si ça existait à l'époque, qui vendaient la presse, qui vendaient l'Écho d'Alger. Et puis les petites filles étaient dans les filatures. Donc 85% des enfants n'allaient pas à l'école et 100% des enfants d'Européens, et heureusement, allaient comme en métropole à l'école. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur ces 20 premières années de la colonisation. Alors déjà, votre livre, il commence ainsi. La guerre d'Algérie, écrivez-vous, et vous dites que ça fait pas d'ailleurs, ça fait pas consensus chez tous les historiens, mais c'est ce que vous dites, n'a pas commencé le 1er novembre 1954, mais 132 ans plus tôt, très précisément le 14 juin 1830, quand le premier soldat français a débarqué sur la terre algérienne, à Sidi Ferrouche, c'est ça, à 4 heures du matin, très précisément. Alors pourquoi 4 heures du matin? Parce que l'historien a la chance que celui qui commandait le corps expéditionnaire, je vous rappelle que c'est la Restauration, hein. On est encore sous Charles X. Hein. Donc la conquête commence le 14 juin 1830 et il y a ensuite les trois glorieuses, 26, 27, 28 juin 1830. Donc immédiatement après, c'est la monarchie de Juillet. Mais en tout cas, le comte de Bourmont, donc qui dirigeait, a tenu un journal très précis et il dit que c'est à 4 heures du matin que le premier soldat, effectivement, a mis le pied sur la plage. Alors, on prononce Sidi Ferrouche ou Sidi Fretch, j'ai toujours une petite difficulté à le prononcer. Et effectivement, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu forcément, je l'ai dit en introduction, il y a eu forcément une résistance. À partir du moment où des gens, même qui ne sont pas forcément déjà préparés à une guerre, préparés à une résistance, à partir du moment où ils voient des étrangers arriver sur leur terre et commencer les premiers massacres et commencer les premières destructions. 14 juin 1830, débarquement. 5 juillet 1830, entrée dans la ville d'Alger. Les premières choses qui ont été faites par le corps expéditionnaire, pas par barbarie intrinsèque, mais uniquement parce qu'ils voulaient se frayer un chemin, c'était de détruire une partie du vieil Alger. Ça commence par des destructions. Ça commence par les destructions. Et lorsque Mme Portelli disait devant Jean-Michel Apathy, quand même, on n'a pas brûlé des gens dans les églises. On a détruit des dizaines de mosquées dès les premiers mois. Et celles qui n'étaient pas détruites ont été soit transformées en casernes, puisqu'il fallait des grands espaces, donc on prenait les mosquées, soit parfois en écurie, désolé, et puis également, dans les années qui ont suivi, en établissement catholique. Donc toutes ces choses-là, oui. Et puis lorsqu'il y avait une volonté de résistance, on rentrait de force dans la mosquée, et on rentrait à cheval, et on sabrait. Il vous a fallu 800 pages pour documenter ces 22 premières années de la colonisation. Déjà, pourquoi vous arrêtez à 1852? Parce que sinon, ça aurait été trop long. Ou c'est parce que vous vouliez vraiment poser comment tout s'est établi? D'abord parce que j'ai quand même du respect pour le cœur de l'éditeur et je n'avais pas envie de susciter de crise cardiaque en lui proposant 1200 pages. C'est une bonne première raison. Mais également parce que 1852 marque une étape. Une étape, c'est tout simplement le moment où Abdelkader, qui avait mené la lutte courageusement jusqu'à décembre 1847, ensuite fait d'une façon forcée, d'ailleurs, reste en France pendant 5 ans et quitte la France en 52. Donc je considère que c'est un moment où une étape de la résistance s'est achevée. Ouais. Et deuxièmement, c'est le début du Second Empire. Donc il y aurait eu possibilité d'aller au-delà, mais je signale quand même que ma collègue regrettée Annie Goldzager a fait un magnifique livre sur le royaume arabe, donc sous le Second Empire, donc ça pourrait être, disons, une progression chronologique. Et comme vous le rappelez, vous n'êtes pas évidemment le seul historien à avoir écrit sur le sujet, il y a beaucoup de livres d'histoire, on verra notamment à la fin de cette émission. Oui, je salue au passage d'ailleurs Jacques Frémaux et Colette Zitnicki, qui sont des collègues estimés et qui font un travail comparable au mien sur une période
comparable d'ailleurs. Vous écrivez, et on en vient après justement aux détails de cette entre guillemets conquête et de ces massacres, cette guerre d'Algérie-là a eu l'intensité de celle de 1954, 62 et même plus. Vous écrivez dans l'introduction, cette armée d'Afrique, comme on dit alors, c'est 1 million de soldats français qui ont été dépêchés là-bas en 20 ans, dont 100 000, estimez-vous, avec d'autres historiens, sont morts des combats ou de la fièvre. Et c'est aussi des centaines de milliers de morts civiles côté algérien. Le démographe Kamel Kateb, que vous citez, estime qu'il y a eu 825 000 Algériens qui sont morts entre 1830 et 1872 dans cette colonisation. Oui, alors effectivement, Kamel Kateb s'arrête, lui, en 1871, au lendemain de la grande révolte kabyle. Et donc, effectivement, moi, j'ai essayé de faire une péréquation qui est très difficile, parce que par définition, il n'y avait pas de recensement en Algérie en 1830. Mais ce qui est certain, c'est que les premiers recensements dans les années 1850-55 sont arrivés à peu près au même niveau que la population de 1830. Donc, entre-temps, il y avait eu évidemment des naissances et beaucoup de morts. Alors, vous avez parlé du million de Français. Évidemment, il s'agit de soldats par rotation. Ouais. Bon, cela va de soi. Mais quand même, au moment de l'apogée, en particulier de celle ce qui n'était pas encore maréchal, d'ailleurs, du général Bugeaud, il y a eu à peu près 100 000 soldats. Et donc tout ça c'est référencé dans mon livre. Hein. Ce sont des statistiques de l'époque qui sont tout à fait vérifiables. Donc 100 000 soldats qui ont foulé ce sol et qui ont littéralement sillonné l'Algérie par des colonnes infernales. C'est-à-dire en particulier le fait que lorsque un village soit opposait une résistance par quelques francs-tireurs qui avaient tiré, soit tout simplement parce qu'il y avait des vivres à venir prendre, eh bien ces villages étaient victimes des razzias. Alors justement, rentrons dans le détail. Vous avez parlé de la prise d'Alger 1830. Il y a Blida aussi, où le général Clausel fit fusiller les Algériens en masse. Une boucherie, témoigne alors un officier qui lui-même en a fait, des boucheries, Pélissier. Je vous prie de m'excuser, il ne s'agit pas du même Pélissier. Ah d'accord, c'est un autre Pélissier. C'est Pélissier de Reynaud qui, lui, était un officier. Un autre Pélissier. Ou encore à Al-Arrache, près d'Alger, où en 1832, le duc de Ravigo, connu pour ses exactions passées lors des campagnes napoléoniennes, lance une expédition punitive contre la tribu des El Oufia dans la nuit du 6 ou 7 avril 1832. On s'est appelé avant cette émission, vous m'avez dit, moi je voudrais en parler parce qu'on en parle moins par rapport à d'autres épisodes dont on va parler après. Et c'est important ça nous donne déjà une panoplie de l'intensité et des violences qui sont produites. Bien sûr. Alors, effectivement, le duc de Rovigo est un sabreur parmi d'autres. Il avait ils avaient tous d'ailleurs un passé extrêmement violent. Lui avait été ministre de l'Intérieur de Napoléon Ier, donc c'était un homme d'appareil et un homme qui, semble-t-il, avait vraiment des réseaux extrêmement efficaces et extrêmement dangereux pour la population française déjà. Donc il arrive à El Oufia, donc il va dans une localité, donc le 7 avril, dans la nuit du 6 au 7, il y avait eu précédemment un vol de tissus ou de burnous, peut-être des choses comme ça, tout près d'où il résidait. Et donc, il a considéré que c'était une tribu. Alors, l'a-t-il prise au hasard ou a-t-il eu de fausses informations? Toujours est-il qu'il a envoyé... c'était une toute petite tribu. Il y avait à peu près 70-80 personnes. En tout cas, l'histoire montrera que ce n'était pas eux les coupables. Ce n'était pas eux les coupables. Donc, il a envoyé ces soldats qui ont littéralement passé par le sabre toute la population. Seuls furent épargnés, je cite là un témoignage de l'époque, seuls furent épargnés quelques femmes et quelques enfants par l'humanité d'un petit nombre d'officiers. Et c'est des égorgements, c'est des têtes piquées sur les lances. Ça, je reprends les extraits de votre livre. Donc c'est d'emblée des choses absolument abominables. Absolument abominable. Alors, je parlais du passé de tous ces officiers. Tous ces officiers certains d'entre eux avaient fait des campagnes normales, je dirais, pour des officiers. Je rappelle que Bugeaud a commencé sa carrière à Austerlitz, quand même. Donc, il avait déjà ce qu'on peut appeler de la bouteille lorsqu'il est arrivé en Algérie. Mais Clausel, par exemple, était un ancien de la campagne de Saint-Domingue, avec de l'armée Leclerc, le premier Leclerc, qui avait tenté de combattre les patriotes haïtiens. La première guerre d'Espagne, la conquête d'Espagne, et je renvoie
nos auditeurs qui sont tous par définition cultivés, au tableau de Goya par exemple, El dos de Mayo, El tres de Mayo, donc tous ces gens-là avaient déjà une expérience de violence militaire contre les populations civiles la plupart du temps. Ouais. Donc Rovigo n'était pas le seul, et donc ils avaient cette idée. Alors je vous ai amené puisque comme je vous ai dit, j'aime bien montrer les trésors de ma bibliothèque. Bon, lettre de soldat, d'un soldat. Ok, c'est de qui? C'est du colonel de Montagnac. Okay. Alors ça c'est d'autant plus intéressant que toutes ces choses que j'ai décrites dans mon livre n'ont pas été cachées à la population. Ça, c'est très, très étonnant. Et d'un certain point de vue, d'ailleurs, je me demande s'il n'y aurait pas un parallèle à faire avec les pratiques des 4e et 5e Républiques en Algérie, et en Indochine, d'ailleurs, avec la liberté de ton. Alors, soit ça veut dire Montagnac, donc il a documenté. Alors, Montagnac non seulement a écrit des choses dans son livre, où effectivement... Il faut que je retrouve le texte. Bon, je vais peut-être pas vous infliger... Bon, il nous parle en tout cas de tout ce qu'il a fait en Algérie. Alors, il parle de tout ce qu'il a fait en Algérie. Il écrit à sa famille... Et des années plus tard, après sa mort, puisqu'il est mort au combat à Sidi Ibrahim, après sa mort, sa famille publie ce genre de livre à la librairie Plomb, donc un grand éditeur français, et c'est montré comme une sorte d'exaltation de l'activité militaire. Je vais quand même vous lire ce que... Il se figure qu'un arabe, qu'un musulman décapité par... Alors, il documente et il argumente en faveur de la décapitation. D'accord. Une tête coupée produit une terreur plus forte que la mort de 50 individus. Il y a pas mal de temps que j'ai compris cela, et je t'assure, il écrit à son neveu, qu'il ne m'en sort guère d'entre les griffes qu'il ait subi la douce opération, c'est-à-dire la décapitation. Et il conclut, je ne veux pas lire la totalité de la page 299, voilà mon brave ami, donc toujours sa correspondance privée, mais publiée par la suite, comment il faut faire la guerre aux Arabes, tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles Marquises, qui venaient juste d'être conquises par la France, ou ailleurs. En un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. Lettre d'un soldat. Exterminer toutes ces brutes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est exactement cette idéologie-là. On continue avec, justement, vous en avez parlé de lui, le général Bugeaud, qui, alors de son nom complet, Thomas Robert Bugeaud de la Piconnerie, qui, à partir de 1840, va mener ce que vous appelez une guerre totale. Alors c'est intéressant parce que Bugeaud, au départ, il est sceptique sur la nécessité de coloniser l'Algérie, mais comme c'est un militaire, comme la France veut le faire, alors il estime lui aussi, comme Montagnac, qu'il faut soumettre les Algériens, c'est son expression, et il va le faire par tous les moyens, évidemment. Bien sûr. Alors, précision liminaire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne penser qu'aux militaires. Ne pas oublier quand même que c'est toujours en histoire coloniale et en histoire en général, c'est l'État qui décide. Ce sont les gouvernements qui décident. Or, donc à l'époque, c'est Louis-Philippe qui est roi des Français, qui est Premier ministre du gouvernement, président du Conseil d'ailleurs, du gouvernement qui nomme Bugeaud, c'est Adolphe Thiers. On a l'habitude, un petit peu quand on a une petite sensibilité de gauche, de détester Thiers à cause de la Commune de Paris, mais il avait commencé sa carrière politique bien plus tôt. Donc c'est le gouvernement français qui décide. Lorsqu'il envoie Bugeaud en Algérie, Bugeaud a déjà dit, à la tribune de l'Assemblée d'ailleurs, il était député, la totalité de son programme. Il va faire une guerre totale, il le dit. Et le gouvernement l'envoie. Donc, ne laissons pas notre mépris a posteriori seulement à Bugeaud, mais également à tous ceux qui l'ont envoyé. Alors, la guerre totale, ce que Victor Hugo a appelé la guerre féroce, l'armée française faite féroce
l'Algérie, c'est une citation mot à mot de Victor Hugo, la guerre totale, c'est effectivement de dire, il faut, il est nommé en 1840, donc c'est après 10 années quand même de conquête. Et Bugeaud dit, mais qu'est-ce que bon, il le dit pas, mais enfin il le laisse vraiment entendre très fortement, quels sont ces imbéciles qui jusqu'à maintenant ont mené la guerre. Moi je vais vous montrer comment vraiment mettre à genoux le peuple algérien. Et donc il va passer à l'acte, et la période Bugeaud va être la pire véritablement de cette période, qui malheureusement a compté bien d'autres sabreurs. Je pense à la Mauricière, je pense à Saint-Arnaud, un coup de chapeau au passage à François Maspero qui avait écrit Le Nord de Saint-Arnaud. Mais donc systématisation des razzias et les fameuses enfumades qui l'ont fait passer à la postérité, c'est Oradour-sur-Glane, en fait, si on reprend l'expression de Jean-Michel Apathy, dont il parlait, en tout cas c'est de ça dont il parlait, et qui ont déclenché la polémique, y compris à l'époque, et la protestation, notamment le massacre de Dara du 18 et 19 juin 1845, où périssent 700 personnes d'une tribu, la tribu des Ouled Ria. Donc c'est 18 et 19 juin 1845. Les enfumades de Bugeaud, expliquez-nous. Alors, en fait, Bugeaud a été le donneur d'ordre. On cite souvent, et à juste titre, et je reprends bien sûr dans mon livre cette expression de Bugeaud, il donnait un ordre au maréchal, enfin il était général Pélissier. Alors ne pas confondre avec Pélissier de Reynaud pour les puristes, parce que Pélissier de Reynaud a laissé une chronique extrêmement intéressante, mais ce n'est pas le même. En tout cas, le général Pélissier est sur place, il est à la poursuite donc des tribus rebelles, et Bugeaud lui dit enfumez-les comme des renards. Donc là aussi, l'animalisation du colonisé est un phénomène toujours intéressant. Et donc, Pélissier va pas se faire prier. Il n'avait pas besoin de ça pour être cruel. Et donc, il va arriver effectivement dans la région du Dara, et une région d'ailleurs que j'ai visitée par la suite avec beaucoup d'émotions en 2020. Oui, par la suite, j'étais pas né en 1845, en 2022-23, et donc c'est très impressionnant de revoir ces lieux. Donc il y avait eu effectivement des échanges de coups de fusil avec des francs-tireurs de cette tribu, et lorsque l'armée française, lorsque la colonne Pélissier est arrivée, eh bien ils se sont réfugiés dans les grottes. Donc à ce moment-là, le général Pélissier avait deux solutions: soit essayer d'emporter, disons d'une façon classique, ces tribus, en faisant avancer ces soldats, et avec le risque bien sûr que certains d'entre eux soient tués, parce qu'il y avait toujours des francs-tireurs dans la grotte, soit la solution qu'il a prise, c'est-à-dire enfumer comme des renards, comme disait Bugeaud. Donc c'est une pratique finalement horriblement simple. Il a fait apporter devant les deux entrées, il y avait deux entrées dans la grotte, des fagots auxquels il a mis le feu. Et à l'intérieur, d'ailleurs, il y a des témoignages, je vais vous en citer un, de gens qui disent que c'était absolument horrible, les cris qu'on entendait. Ouais. Et les gens ont été soit brûlés vifs, soit asphyxiés par la fumée. Ouais. Méthode qui d'ailleurs on a retrouvée en Kanaki, aussi en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Ouais. Et cet épisode, là où c'est intéressant, c'est que à l'époque il fait parler, on en parle à la Chambre des députés, donc contrairement à ce silence dont on parle aujourd'hui. Parmi ces gens qui ont déploré ce qui s'est passé, le poète et futur académicien Alphonse de Lamartine, il est député à l'époque, il jouera un rôle notable 2 ans plus tard, puisqu'on est en 1846, dans la Révolution de 1848. Donc en 46, voilà ce qu'il va dire, Lamartine. Alors attention, je vais vous lire ce qu'il va dire, mais évidemment, c'est pas du tout des propos d'une personne anticolonialiste, c'est des propos qui nous racontent bien la déshumanisation qui était alors à l'œuvre, mais il est aussi très explicite sur sa condamnation de ce qui s'est passé à Dara. Il dit « Un pareil général qui croirait s'excuser par ce mot « la guerre est la guerre » serait un général qui ferait accuser son pays de rétrograder vers la barbarie. Je dis qu'il n'y aurait ni dans ce temps ni dans l'avenir aucune excuse qui pût effacer un pareil système de guerre dans l'état de force, de discipline, de grandeur et de générosité que nous commande notre situation civilisée. Parce que dans le même texte, il parle aussi des peuplades indisciplinées et sauvages contre qui il faut faire la guerre. Et il conclut « Je pourrais vous parler d'autres actes qui ont fait frémir d'horreur et de pitié la France entière, les grottes du Dara,
où une tribu entière a été lentement étouffée. J'ai les mains pleines d'horreur, je ne les ouvre qu'à moitié. Donc à l'époque, c'est documenté, c'est su, et il y a un débat politique là-dessus. Bien sûr. Il y a, encore une fois, en ce qui me concerne, moi j'étais plutôt jusqu'à présent un historien du XXe siècle, et donc je me suis aventuré sur le terrain du XIXe, et j'ai découvert avec une certaine surprise quand même qu'il y avait beaucoup plus non pas de liberté de ton, parce qu'on est quand même à l'intérieur d'une acceptation globale du colonialisme. Là-dessus, il y a très peu d'opposants à l'époque. Mais à l'intérieur de cette acceptation, il y a des gens qui justifient tout. Et il y a des gens qui disent non, quand même, on pourrait utiliser d'autres méthodes. Et donc Lamartine en fait partie. Le fils du maréchal Ney, qui était député à la Chambre des Pairs. Il y avait à l'époque la Chambre des députés et la Chambre des Pairs. Les Pairs, c'était quoi? C'était des aristocrates. C'était des gens qui étaient, je dirais, presque par nature et par fonction conservateurs, voire même réactionnaires. Et pourtant, dans la Chambre des Pairs, il y a des protestations très fortes. Je crois qu'il était duc de la Moscovaque, donc le fils du maréchal Ney, fait une très très violente dénonciation. Le maréchal Soult, qui à l'époque est président du Conseil, donc après Thiers, lui répond mais quand même, nous allons désapprouver. Et Soult lui répond, il ne s'agit pas de désapprouver, il s'agit de condamner ces pratiques qui sont indignes de l'armée française. Bien sûr, il se place dans la tradition de ce qu'il croit être la dignité de l'armée française. Alors, il y a eu d'autres épisodes, plein d'autres épisodes qui sont racontés dans votre livre, notamment Zaatcha, 1849, la destruction totale d'une ville fortifiée. Ce qui est frappant dans votre livre, d'ailleurs, il y a une partie qui est entièrement consacrée à ça, c'est le détail de toutes les pratiques qui ont été mises en place pendant cette époque. Vous avez parlé des décapitations, mais vous dites que c'était une pratique commune. Oui. Ce qu'on appelle l'essorillement. Moi, j'ai appris ce mot en vous disant, vous allez me dire ce que c'est, les emmurements et le viol. Donc, ce sont là aussi pratiques communes. Donc, c'est un système de violence qui accompagne cette colonisation. C'est un système terroriste. Terroriste, c'est pour imposer la terreur aux populations, pensant qu'à chaque fois, effectivement, l'exemple de la répression la plus sauvage justifiera ensuite une certaine abdication des populations. Parce que vous nous lisiez tout à l'heure. C'est quoi l'essorillement? Alors, l'essorillement, c'est le fait de couper les oreilles. Comme vous, il a fallu que je cherche dans un dictionnaire avant de... à mettre en parallèle avec les pratiques de l'armée belge au Congo, par exemple, oui, où on coupait les mains. Oui, on coupait les mains. C'est-à-dire plus au Congo belge en particulier, le Léopold II. Je signale d'ailleurs, j'ai fait un autre livre sur les noms de rues dans Paris liés à l'histoire coloniale. Je signale qu'il y a toujours une avenue Léopold II à Paris. Donc au passage, si la mairie de Paris pouvait écouter un petit peu ça et débaptiser également cette rue. Mais je reviens. L'essorillement, donc, c'était une pratique bien sûr barbare, mais une pratique pour impressionner la population. C'est-à-dire qu'on ne tuait pas la personne, mais on lui coupait les oreilles pour bien montrer qu'on était les maîtres, y compris les maîtres des camps. Et un certain nombre d'officiers demandaient à ce qu'on ramène les oreilles comme preuve de la victoire finalement sur les populations. Bon, je cite, c'est vraiment pas par plaisir morbide que j'ai écrit, mais tout simplement parce que c'est les choses qui étaient extrêmement exposées. Je développe ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure sur le fait que les faits étaient connus. La presse. On peut lire la presse sur Gallica aujourd'hui, donc très facilement. Le journal des débats faisait même des détails des razzias. On sait à tel moment que tel village a été rasié et qu'il y avait tant de têtes de moutons, tant de têtes de bœufs, tant de prisonniers et tant de morts. Alors, oui, les viols, évidemment, sont beaucoup moins documentés parce que, par définition, c'est un crime dont on ne se vante rarement. Mais on trouve quand même des clins d'œil. J'ai retrouvé, par exemple, dans La débâcle de Zola, qui est un livre, bien sûr, postérieur, qui parle de la guerre de 70, mais où il fait parler des anciens de la conquête de l'Algérie. Et l'un d'entre eux rigole en disant « Tu te rappelles la vieille femme qu'on avait fait courir ?» J'ose même pas répéter ça parce que c'est dans le livre et ceux qui ne me croient pas peuvent ouvrir La débâcle. Quel lien y a-t-il pour ramener un peu vers notre présent
entre les pratiques que vous documentez et celles qui suivront au XXe siècle, et notamment la torture pendant la guerre d'Algérie? Alors, il y a effectivement une continuité, pas seulement en Algérie cette fois-ci, puisqu'en fait, il n'y a pas de conquête coloniale. J'ai travaillé sur d'autres, en particulier travaillé sur l'histoire de l'Indochine. Il n'y a pas de conquête coloniale qui se soit déroulée sans violence. Pas toujours comparable, ça dépendait évidemment des degrés de résistance. Et parfois, il y a eu des périodes où la paix française, avec les guillemets nécessaires, c'est l'expression de l'époque, la paix française s'était imposée. Mais même dans ces périodes-là, il y avait des répressions que j'appellerais légales, par exemple. Sait-on, par exemple, que la guillotine a été un produit d'exportation, que la guillotine a été utilisée dans toutes les colonies françaises, y compris les plus éloignées. Ça a été utilisé en Kanaki, ça a été utilisé aux Nouvelles-Hébrides, ça a été utilisé, bien sûr, en Algérie. Je cite dans mon livre, je reviens à l'époque de la conquête, en 1843, Victor Hugo, dans ses carnets, ce qu'on a publié après sous le nom de Choses vues, au pluriel, Victor Hugo décrit l'arrivée de caisses sur les quais d'Alger, et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces caisses? On les ouvre, il ménage ses effets un petit peu, ouais. Et au dernier moment, la dernière caisse que l'on ouvre, c'est la lame de la guillotine. Et il dit, c'est la civilisation que l'on apportait en terre d'Algérie au nom de la civilisation. Donc il n'était pas anticolonialiste non plus, soyons raisonnables. Mais bon, la répression a été généralisée. Et lorsqu'il y avait des mouvements qui dépassaient un petit peu l'expression politique, même illégale, eh bien, il y avait la répression. Je vous pose la question parce que, en fait, dans les commentaires des dernières semaines, on a beaucoup entendu soit ceux qui nous disent, qui veulent pas tout en entendre parler, soit qui nous disent, mais arrêtez là, c'est vraiment une autre époque, vous nous parlez de 1830, c'est très ancien, ça ne veut plus rien dire d'en parler aujourd'hui. Je peux à ce moment-là parler des massacres du Constantinois du printemps 1945, qui a été la responsabilité directe d'un gouvernement issu de la résistance, dans laquelle il n'y avait que des résistants et qui étaient dirigés par le général de Gaulle. Je peux parler des massacres de la région de Philippeville en 1955, où effectivement il y a eu une descente de paysans algériens vers les Européens qui ont commis des massacres, et tout de suite après il y a eu des massacres considérables qui ont été faits dans la population algérienne. Je peux parler du bombardement de Casablanca en 1907. Je peux parler il y a à Paris, par exemple, une rue de Sfax. Les habitants de Sfax ne doivent pas savoir de quoi il s'agit. Sfax en Tunisie. En Tunisie. La rue de Sfax honore un moment où l'armée française est rentrée en Tunisie. Le protectorat, je le rappelle, est de 1881. Lorsque l'armée française est rentrée en Tunisie, elle a pris assez facilement Tunis. Par contre, il y a eu une très grosse résistance à Sfax, une sorte de ville fortifiée, et l'armée française a littéralement laminé les choses. Bon, tout ça, ce n'est pas du passé. Tout ça, c'est des choses qui sont inscrites dans l'histoire de la colonisation française et qui se sont perpétrées jusqu'au tout dernier moment. Et je pense en particulier à la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, où la pratique de la torture, par exemple, la pratique des crevettes Bijar, où on tuait des gens qui étaient encore vivants, on les précipitait dans la Méditerranée. Toutes ces choses-là, ce sont les choses qu'il faut regarder en face sans repentance. Là, tout de suite, cessons avec ce faux procès. Aucun de mes collègues et moi-même n'estime qu'on doit demander à la France de la repentance. D'ailleurs, avant d'arriver juste vraiment sur la phase la plus contemporaine avec ces statues et ces avenues qui sont encore assez présentes dans nos villes, je crois que vous vouliez parler des colons. Vous racontez comment, avec les soldats, assez vite arrive finalement se créer une colonie de peuplement avec des gens que vous décrivez comme des pauvres airs attirés par la propagande ou poussés
par la misère, qui viennent avoir un lopin de terre, dont l'installation est aussi justifiée par ce discours sur la mission civilisatrice des barbares et la supériorité d'une, je cite, race européenne. Mais c'est aussi aujourd'hui cette mémoire de tous ces gens dont les descendants ont été en Algérie, ont grandi en Algérie, ont vécu en Algérie, qui est encore très vivace dans notre pays. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça aussi au présent cette fois-ci ? Alors, je commence par le passé. Effectivement, rappeler que la première génération, je dis bien la première, de colons, ça a été effectivement ce que j'ai appelé dans le livre des pauvres airs. J'ai même employé le terme, enfin le néologisme de lumpen colonna. Ouais, très bien rappelé dans les livres de Mathieu Bellesi, notamment Attaquer la terre et le soleil. Bien sûr, il les met en scène. Bien sûr, grâce à cause de mon livre, effectivement, nous sommes rentrés en relation par mail avec Mathieu Bellesi. Donc, ces gens-là ont été attirés par une propagande complètement démesurée. On leur promettait l'Eldorado. Le thème Eldorado, le thème de terre de cocagne sont omniprésents dans la propagande de l'époque. Et donc, un certain nombre y ont cru, ils sont arrivés dans des conditions absolument abominables. Et donc, ils ont eux-mêmes vécu d'une façon très, très difficile. Ils ont connu eux aussi la misère, ils ont connu eux aussi la famine. Ils connaissent les attaques aussi, parce qu'ils sont pris parfois dans les combats. Bien sûr. Mais ce qui n'enlève rien au fait quand même fondamental, c'est qu'ils arrivaient quand même sur des terres qui avaient été spoliées. Pas forcément par eux, les pauvres, mais en tout cas par l'État français qui leur avait dit ces terres sont libres, venez les accaparer. Et les paysans algériens qui le plus souvent n'avaient pas de titre de propriété parce que c'était pas forcément dans la culture algérienne, alors que bon, pour les Français il fallait un titre de propriété. Les paysans algériens qui cultivaient depuis 3, 4, 5 générations au vu et au su de toute la tribu la même terre, donc étaient propriétaires de fait de cette terre. Ils ont été expulsés. Dans le meilleur des cas, ils sont morts de faim parce qu'ils sont partis vers le sud, et dans le pire des cas, ils sont devenus ouvriers agricoles. Et donc, alors oui, effectivement, il y avait ce double aspect des colons qui étaient d'une part des spoliateurs, même à leur insu, mais qui étaient en même temps des pauvres gens qui ont été des victimes. Finalement, la conquête de l'Algérie, je ne veux pas généraliser, mais la période que j'ai étudiée, il n'y a eu pratiquement que des victimes. Il n'y a eu pratiquement que des victimes. Les Algériens, bien sûr, on citera les chiffres peut-être en fin d'entretien si vous le voulez. Les soldats. On a dit 825 000. 825 000, et moi je pense que pour une période, c'est de l'ordre d'un demi-million. C'est quand même plus de 10% de la population, ça c'est sûr. Mais alors, je précise quand même, morts pas tous du combat, hein, morts des fièvres, morts des maladies. Le choléra n'existe pas en terre algérienne avant, en terre africaine. Et morts également de famine. Et aussi des soldats et aussi des colons qui sont morts. Et des soldats qui étaient considérés comme de la piétaille par les officiers qui étaient tous des aristocrates. J'en viens à quasiment la fin. En France, aujourd'hui, alors par exemple, vous avez cité Paris tout à l'heure, il reste certaines avenues qui portent des noms liés à ça, mais l'avenue Bugeaud, par exemple, a été débaptisée récemment. Ça n'empêche pas que dans d'autres villes, notamment dans le Limousin, en Dordogne, dont il était originaire, il y a beaucoup de statues, de rues, de places Bugeaud. Parfois d'ailleurs, je crois, à Périgueux, une plaque a été mise pour mettre en contexte. Avec la nouvelle municipalité que je salue. Oui. Voilà, pareil à Lille, avec la statue de Faidherbe. À Paris, il y a encore, je crois, une école La Mauricière, qui était un de ces personnages dans le 12e arrondissement, même si je crois qu'il y a l'intention de changer ça. Mais il y a, il reste quand même beaucoup de places et de statues qui sont au nom de ces personnages. Qu'est-ce qu'on doit en faire ? Alors, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Paris colonial et anticolonial avec mon regretté collègue Marcel Dorigny, qui malheureusement est décédé un an avant la parution du livre, sur les rues de Paris. Donc c'est un sujet que j'ai un petit peu étudié. Alors je réponds directement à votre question. Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Je crois qu'il faut véritablement un travail de redéfinition des faits.
redescription des faits. Pas forcément débaptiser les lieux. Bon, pour Bugeaud, j'ai approuvé. Hein, donc, on a donné à l'avenue Bugeaud le nom d'Hubert Germain, qui était le dernier compagnon de la Libération, enfin le dernier compagnon de la Libération en vie, qui est décédé récemment. Et donc, mais il y a plein d'autres noms. Alors, si à chaque fois il faut débaptiser, je pense que les Parisiens vont être un petit peu déboussolés parce qu'il y a quand même beaucoup de noms. J'ai cité Léopold II, roi des Belges, mais il y a une rue La Mauricière. Il y a une rue du général Négrier. Enfin, il y a une statue de. Il suffit que j'en parle pour que j'oublie son nom. Le conquérant du Tonkin. Ça va vous revenir. Ça va me revenir. Et donc il y a tous ces axes. Moi, l'idée que je suis pas le seul à affirmer, c'est de faire vraiment un travail pédagogique. Ça a été commencé par la mairie de Paris, donc l'avenue Bugeaud, mais également il y a une rue de la Gouatte. Alors évidemment, les gens dans le 18e arrondissement, les gens qui habitaient ou qui habitent rue de la Gouatte ne savaient pas ce que c'était. Il s'agit là aussi d'un des crimes de l'armée française, fin 52. Donc ce n'est pas dans mon bouquin parce que je pourrais pas poursuivre. 1852, pardon. Et donc la mairie de Paris a décidé, à la suite d'ailleurs d'une proposition du comité La Gouatte, d'apposer une plaque pour expliquer ce qu'avait été cette chose. Et comme c'est un quartier d'ailleurs où il y a une assez grande communauté d'originaires du Maghreb, ça dit quelque chose à ces gens. Et je crois qu'il faut multiplier ces exemples. Mais il y en a beaucoup. Alors il y a même une statue du général Bijard à Toul, en Meurthe-et-Moselle. Bijard qui a donc été un des artisans du système de torture en Algérie, cette fois-ci dans la guerre d'Algérie de 54 à 62. Qui a été même professeur à l'école du renseignement où on enseignait la meilleure façon de torturer. Tout à fait. Alors j'ai oublié le nom du conquérant du Tonkin et ça m'est revenu. Francis Garnier, à Port-Royal, il y a une grande statue de Francis Garnier qui était celui qui a ouvert les portes de Hanoï et finalement à un siècle de colonisation. Peut-être que des élus un peu partout en France ou des gens qui sont actifs dans leur ville nous écoutent en ce moment. S'il y avait 2-3 personnes, rapidement, pour conclure, à honorer justement pour avoir à l'époque contesté les choses, pour avoir à l'époque dit la réalité de ce qui se passait, par exemple, par qui on pourrait remplacer Bugeaud ? Alors Bugeaud s'est fait à Paris en tout cas. Écoutez, moi j'aimerais bien réhabiliter quelqu'un dont plus personne ne parle, qui s'appelait Amédée Desjobert, qui était un député, qui était le seul, contre vents et marées. Il avait vraiment un courage physique et intellectuel total. Le seul qui a dénoncé à la tribune de l'Assemblée en permanence les violences de la colonisation. Mais bon, si on veut honorer un certain nombre de grands, on pourrait parler d'un certain nombre de gens qui ont dénoncé Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Aragon, enfin voilà des gens qui ont été Robert Barra, enfin voilà des gens qui ont été d'une très très grande lucidité. Je profite, puisque vous m'avez gentiment invité à parler de tout cela, de citer le site que je co-anime avec mes collègues Fabrice Rissoputi, que beaucoup ici connaissent, et Gilles Manseron, qui s'appelle histoirecoloniale.net, et dans lequel, effectivement, nous donnons énormément d'informations et que nous actualisons au fur et à mesure sur justement le débat autour de la question coloniale en France. Merci beaucoup. Toute dernière question. La discussion, je l'ai dit, dans d'autres pays, elle n'est pas simple, mais elle est ouverte, je pense, aux États-Unis, en tout cas avant Trump, au Canada, à d'autres pays européens comme la Belgique, où jamais la discussion elle est simple et elle provoque beaucoup de conflits. Mais est-ce que dans ce travail mémoriel, la France vous paraît en retard ? Disons que c'est une spécificité dont j'aurais bien voulu me passer, parce qu'effectivement, j'ai l'impression, je connais moins bien sûr les débats globalement dans les autres pays, mais j'ai vraiment la sensation que la moindre affirmation évidente pour les recherches historiques, la moindre affirmation qui dénonce les pratiques coloniales, suscite immédiatement une levée de bouclier. Il y a véritablement, je pense... Avec un raidissement, c'est ça que vous dites ? Avec un raidissement,
honnêtement, je pense que par rapport à la période qui a succédé à l'indépendance de l'Algérie, dans les années jusqu'aux années 80, par exemple, ce débat-là n'avait pas cette acuité. Le fait que ces pays-là avaient droit à l'indépendance et que finalement la colonisation avait été une parenthèse fermée était relativement acquise pour la majorité des gens. Et progressivement, la mauvaise petite musique de l'extrême droite a commencé à contaminer. Je pense qu'au moment il faudrait refaire toute cette histoire, mais je pense qu'au moment du septennat de Giscard d'Estaing, il y a eu déjà ce basculement qui a commencé avec la pénétration pas seulement de la progression, pas seulement de l'extrême droite, mais également le décloisonnement en quelque sorte entre la droite classique et la droite et l'extrême droite française. Donc oui, on est dans une situation où il faut contre-attaquer. Incontestablement, il ne faut pas laisser cette mauvaise petite musique conquérir les esprits. Et continuer à en parler, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci beaucoup Alain Ruscio d'être venu sur Mediapart. On rappelle votre livre, La Première Guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852. Et sur cette période des débuts de la colonisation, outre les livres que vous avez cités, on peut lire aussi Pierre Darmon, Un siècle de passion algérienne, histoire de l'Algérie coloniale, paru en 2008 chez Fayard. Histoire de l'Algérie à la période coloniale, 1830-1962, d'Abderrahmane Bouchen, Jean-Pierre Péroulou, Bouanassa, Siari Tengour et Sylvie Thénault. Et puis 2 documentaires également en replay, Colonisation, une histoire française, en documentaire en 2 volets disponibles sur France TV jusqu'au 31 mars. Et C'était la guerre d'Algérie, une série documentaire de Georges-Marc Benamou et Benjamin Stora qui revient en partie justement sur les débuts de la colonisation. Et puis rapidement, il y a d'autres livres que je vous conseille sur la période plus contemporaine, la guerre d'Algérie, la torture en Algérie ou plus généralement le refoulé colonial de la France. Nedji Sidib Moussa, une histoire algérienne de la France au PUF, Nedjib Sidi Moussa, Papa, qu'as-tu fait en Algérie? Enquête sur un silence familial de l'historienne Raphaël Branche aux éditions de La Découverte. On l'avait invitée aujourd'hui avec vous, elle ne pouvait pas venir. Le Pen et la torture, Algérie 1957, histoire contre l'oubli de Fabrice Rissépouty et Malik Aral, dont vous avez parlé aux éditions Le Passager clandestin. Ils ont fait une émission il y a 1 an avec Edoui Plenel. Et Florence Baugé, Algérie, une guerre sans gloire, qui vient de ressortir. Elle aussi, on l'avait reçue au moment de la mort de Jean-Marie Le Pen. C'est les éditions Le Passager clandestin. Merci beaucoup. Cette émission, elle est disponible en replay sur YouTube, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast. Donc, n'hésitez pas. Elle n'est possible, vous le savez, que grâce à vos abonnements. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart. À très vite.